Bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette intersaison 2024 pour parler de tout ce qui s'est passé dans la saison 2023. Et oui, on avait fait des previews de division par division avant la saison. On est revenu sur nos prédictions avec Mathieu, qu'on salue, Mathieu Van Baal, la semaine dernière. Et là, on a décidé de faire une review de la saison 2023 par division également. Qu'est-ce qui a marché pour chaque équipe? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut changer pour 2024? Les résultats? Bref, tout ce que vous voulez savoir. On va faire division par division. Le mardi, vous aurez les podcasts sur l'AFC. Le jeudi, vous aurez ceux sur la NFC. On fera le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y aura toutes les divisions, toutes les équipes seront passées en revue dans ce mois qui vient. Avec moi pour l'équipe de l'AFC, si j'ose dire, ceux qui vont s'occuper pendant un mois des podcasts AFC. Il y a mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, review de la saison, et au moins, cette fois-ci, quand on annoncera des résultats, eh bien, on ne pourra pas se planter, parce que c'est plié depuis un bout de temps, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est les résultats officiels. Là, pour le coup, on va pas se lancer. On va se lancer peut-être dans des projections à la fin sur 2024, mais on se gardera. Oh là, du calme. Hein. On se gardera de tout pronostic trop ambitieux. Et avec nous aussi pour ce podcast de l'AFC Nord, puisqu'on va commencer par le Nord, il connaît bien cette division puisqu'il supporte les Bengals de Cincinnati. C'est Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Salut Flav, salut Seb, salut à toutes et à tous. Content de vous retrouver après ce Super Bowl pour faire les petits reviews de chacune des divisions. Et on a un petit bout de temps passé ensemble. Oui, alors c'était il y a 10 jours le Super Bowl, mais Arthur vient de se réveiller. Hein. Il avait fait une nuit blanche ce jour-là, donc voilà, excusez-le. Il vient tout juste de se lever. Il s'est levé tout à l'heure, il s'est dit tiens, il y a déjà une semaine qui est passée, que le temps passe vite. On commence bien évidemment. Alors on va prendre dans l'ordre inverse du classement de l'AFC Nord, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'AFC Nord. Ça a quand même été une division incroyable cette année, cette AFC Nord. C'est la première de l'histoire de la NFL où toutes les équipes ont fini avec un bilan positif, ce qui est presque l'inverse exact de la NFC Sud. C'est absolument incroyable, tu vois, c'est tout le monde avec un bilan positif. Et pourtant, il y a une équipe qui ne s'est pas qualifiée en play-off. Désolé de le rappeler, mon cher Arthur, ce sont les Bengals de Cincinnati qui ont donc terminé avec un bilan de 9 victoires et 8 défaites. Hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. 9 victoires, 8 défaites. Je vais te donner la parole en premier, forcément, puisque c'est ta franchise. Comment tu qualifierais cette saison, toi? Est-ce que c'est décevant parce qu'on s'attendait forcément à ce que les Bengals aillent en play-off, mais en même temps, vu les conditions et vu les circonstances, est-ce que c'est une saison si décevante que ça? Sur le papier, c'est décevant parce que il y a 2 ans, c'est le Super Bowl. L'année dernière, c'est la finale de conférence. Et là, c'est rien du tout. Du coup, forcément, sur le papier, c'est décevant. Mais comme tu le dis, au vu des circonstances, honnêtement, finir en bilan positif, c'est pas cher payé parce que c'est une saison qui a été marquée par des blessures, Joe Burrow notamment. Et le fait que Jake Browning, le remplaçant de Joe Burrow, ait réussi à mener cette attaque presque au playoff, on peut dire, à une victoire, c'est quand même quelque chose qui a été encourageant, même si forcément il y a eu beaucoup de brouillons du côté de Cincinnati. Dans ces résultats, Seb, il y a quand même, si on regarde la saison, il y a déjà un mauvais départ, notamment contre les équipes de division, et on l'avait dit à l'époque, c'est peut-être ce qui allait coûter cher en fin de saison aux Bengals de Cincinnati. On rappelle la situation en tout début d'année. Joe Burrow a joué les premiers matchs blessé, je dis pas de bêtises, hein, Arthur, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Il revenait tout juste d'une blessure, on savait pas s'il allait jouer les premières semaines. Ja'Marr Chase avait même dit je préférerais qu'il ne les joue pas et qu'il soit en pleine forme après. Finalement, il avait joué dès la week 1 avec les résultats qu'on connaît. Et ils avaient pris un très mauvais départ tout de suite, notamment contre des équipes de division. On s'était dit, attention, ce sera probablement très difficile à rattraper ce mauvais départ contre les adversaires directs. Un très mauvais départ, parce que ça commence quand même avec une défaite 24-3 à Cleveland, rival de division. Ils enchaînent avec une autre défaite plus courte, celle-là, 24-27, contre Baltimore, un autre rival de division. En effet, on sait bien que ces matchs
intra-division, on peut dire quasiment qu'il compte double quand il s'agit de faire le bilan final. Et par la suite, ça a soufflé un petit peu le chaud et le froid à l'image de l'état de santé de Joe Burrow. Ils se refont la cerise contre les Rams la semaine d'après. Ils perdent contre Tennessee. C'est absolument insensé sur un score très large. Et par la suite, ils alignent 4 victoires de suite contre Arizona, Seattle, contre San Francisco, qui à ce moment-là connaît ce creux de saison, mais qui fait encore figure d'un des ogres du championnat. Ils battent les Bills. On se dit que la saison est lancée, et je dis ça sans aucune mauvaise blague, vraiment. Et là, patatras, il y a 3 défaites de suite contre Houston, Baltimore et Pittsburgh, encore de rivaux de poule. Et puis surtout, il y a en semaine 11, si ma mémoire ne me joue pas de tour, l'annonce de l'indisponibilité définitive de Joe Burrow pour la saison. Et là, on se dit quand même à ce moment-là que les carottes sont cuites pour Cincinnati. Est-ce que c'est ça, Arthur, le vrai tournant de cette saison des Bengals de Cincinnati? Est-ce que c'est finalement l'indisponibilité à long terme de Joe Burrow? Je pense que c'est vraiment ce qui a fait tourner la saison dans le mal, même si forcément il y a une défaite face à Houston et du coup cette défaite face à Baltimore. Mais c'est sûr que Jake Browning, c'est pas Joe Burrow. Joe Burrow, il fait partie des meilleurs quarterbacks de la ligue. Son absence, elle a coûté cher. On l'a vu en début de saison, même s'il était sur les terrains, il ne pouvait pas bouger, quasiment pas. C'était très compliqué avec, comme Sébastien l'a dit, ces 3 grosses défaites. Et donc forcément, quand il est pas là, il y a moins de balles en profondeur pour Ja'Marr Chase. C'est plus de jeux courts. C'est moins d'impact sur les défenses adverses. Et oui, cette absence, ça fait mal. Elle a fait très, 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 très mal. Et est-ce que aussi, Seb, le tournant de cette saison, ça n'est pas finalement, parce qu'avec Jake Browning, ils s'en sont quand même sortis pendant un moment. Il y a eu cette victoire contre Jacksonville, cette victoire contre Indianapolis, cette victoire contre Minnesota. On se rappelle de ce magnifique touchdown de T. Higgins à l'occasion de ce match contre Minnesota. C'était un samedi, si ma mémoire est bonne. Et là, on se dit, finalement, à 3 matchs de la fin, les Bengals, ils sont dans le coup. Ils étaient tout proches des Browns ou des Browns qui, eux aussi, avaient perdu leur 8e quarterback de la saison, dans leur 4e seulement de la saison. Ils n'étaient pas loin non plus des Steelers de Pittsburgh, qu'on disait un petit peu, pas forcément une machine à gagner non plus. À 3 matchs de la fin, on se dit, finalement, les Bengals, ils vont peut-être y arriver, aller en playoff, et la patatras, il y a cette grosse défaite contre Pittsburgh. Je pense que ce qui est revenu leur mordre les fesses, si je puis m'exprimer ainsi, ça a été ces défaites en début de saison contre leurs adversaires de division. Et je vais me permettre de nuancer, je vais donner un avis un petit peu plus nuancé que Arthur. Le tournant de la saison, pour moi, c'est pas l'indisponibilité définitive de Joe Burrow, c'est dès le début, avec cette blessure qui n'a pas été gérée peut-être comme elle aurait dû l'être. Et qui sait, alors avec des si, on peut faire beaucoup de choses, mais peut-être que laisser notre ami Joe Burrow au repos pendant 3 semaines, quitte à laisser filer les matchs, ça lui aurait fait du bien et on aurait pu avoir une équipe régénérée. Après, je jette pas non plus la pierre à Jake Browning parce que quand on se penche un petit peu sur sa ligne de stats, son intérim, il a été correct. Ce n'est pas un Joe Burrow, attention, je suis d'accord, mais son intérim, il a quand même pas été honteux. Il joue 9 matchs, il lance 1936 yards, 12 touchdowns, 7 interceptions, plus de 70% de complétion de passe. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais ça a été correct. Et puis ça a été un peu la double peine pour les Bengals, parce que finalement, il y a cette blessure de début de saison, où on se dit ils auraient mieux fait de laisser Joe Burrow maintenant, avec le recul qu'on a de fin de saison, ils auraient mieux fait de laisser Joe Burrow au repos, parce que non seulement ils ont probablement tiré sur la corde physique de Joe Burrow, mais en plus, ils les ont quand même perdus, ces matchs. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même la double peine. C'est qu'encore, ils les auraient gagnés, ils seraient partis avec 2 victoires. Bon, on aurait dit, ils ont peut-être bien fait de faire confiance à Joe Burrow, mais là, en plus de tirer sur la corde physique, ils perdent les matchs. Donc, c'est un petit peu la double lame pour nos amis de Cincinnati. Oui, faut pas oublier un élément, c'est qu'on est dans l'AFC Nord, c'est la division de la mort.
Une défaite. Et c'est une division physiquement très difficile aussi, d'ailleurs. Physiquement très difficile, et le niveau est particulièrement relevé, hein, tu l'as rappelé, 3 équipes qualifiées sur 4, et les Bengals, en effet, ils finissent au fond de la poule, mais avec un bilan 9-8, ils finissent au fond de la poule avec un bilan positif. Ouais. Et avec, ce qui est presque terrible quand on pense à leur choix de draft pour 2024, c'est que non seulement ils finissent dernier, donc ils n'ont pas les playoffs, mais en plus ils auront un choix relativement lointain dans la draft, même si tout est à mesurer, mais ils finissent quasiment parmi les meilleurs non qualifiés de la draft, quoi. Enfin des playoffs 2023. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette... Si tu devais trouver une satisfaction dans cette saison pour les Bengals, mon cher Arthur, ce serait qui ou ce serait quoi? Alors, je mettrais Trey Hendrickson, qui n'a pas reçu assez d'éloges à mon goût. Il a été deuxième de la NFL en termes de sacs, plus de sacs que de matchs joués. Il n'y a que TJ Watt qui est au-dessus de lui. Pas nommé dans les Defensive Player of the Year. Il a été crucial pour la défense cette saison. Je dirais même que c'est le MVP de l'équipe cette saison, parce que c'est vraiment, il fallait se reposer sur lui. Si tu n'as pas Trey Hendrickson, la défense, elle est perdue, quasiment. D'ailleurs, ça a été une défense qui a énormément souffert. C'est l'un des points faibles de cette année pour les Bengals. Je crois qu'elle est 31e en nombre de yards concédés, la défense, si je dis pas d'ânerie. Donc voilà, c'est dans une poule, dans une AFC Nord qui a été extrêmement défensive. On parlera des Browns, on parlera des Steelers, on parlera des Ravens aussi, qui ont eu tous trois une défense assez impactante, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant toute la saison. Les Bengals ont fait un petit peu figure de vilain petit canard au niveau défensif. C'est enfin des deux côtés, dans les deux secteurs du jeu, que ce soit au sol ou par les airs. Enfin, l'attaque antiaérienne, c'est 4223 yards concédés, 23 touchdowns. Autant dire que c'était les portes ouvertes. Et au sol, idem, c'est 2145 yards et 17 touchdowns. C'est problématique dans ces conditions-là. Tu ajoutes à ça l'absence de ton QB titulaire, et donc une attaque qui marche, on va dire, sur au mieux 3 cylindres au lieu de 4, et ça devient compliqué. La défense qui a été un point compliqué, et puis sur l'attaque, alors point de satisfaction, Ja'Marr Chase qui reste performant, hein, sans réception, 1216 yards, 7 touchdowns, mais une offensive line qui concède 50 sacs, et ça commence à faire beaucoup, hein, dans une saison. C'est un problème récurrent, hein, depuis plusieurs saisons du côté de Cincinnati. Et si on veut garder un quarterback en bonne santé, ce qu'ils n'ont pas pu faire donc la saison passée, et donc à plus forte raison donc sur cette saison écoulée, il va falloir résoudre ce problème. C'est certain. Tu me confirmes, hein, Arthur, ça fait quand même 2-3 ans que les Bengals, niveau ligne offensive et protection de quarterback, c'est pas la panacée, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est un gros problème chez Cincinnati. D'ailleurs, le Super Bowl, il est un peu perdu en partie à cause de ça. Je vais pas aller pleurer ou je sais pas quoi, mais c'est la ligne offensive. Ça fait depuis quelques années que c'est le problème. Il y a eu des petites améliorations, mais c'est toujours trop peu pour protéger Joe Burrow et éviter tout type de blessures. Projetons-nous un petit peu sur 2024, sur la future saison. On a la fenêtre du franchise tag qui s'ouvre ce mardi. Si vous voulez tous les détails, hein, sur comment marche le franchise tag, sur les montants aussi alloués, etc., vous retrouverez plein d'articles sur The Free Agent. On a fait tout un petit dossier pour rappeler ce qu'était le franchise tag. On a cette fenêtre qui s'ouvre ce mardi et qui va s'étendre jusqu'au 5 mars. La cible, celle qui est prétendue selon nos amis insiders comme étant la cible des Bengals pour le franchise tag, c'est T. Higgins, le receveur numéro 2. Alors, receveur numéro 2, on en avait parlé la dernière fois, hein, et le receveur numéro 2 à Cincinnati parce qu'il y a Ja'Marr Chase devant. Dans certaines équipes, ce sera un receveur 1 bis, voire un 1, hein, sans trop de soucis. Toi, Arthur, tu nous dis depuis quelques jours dans la rédaction de TFA que tu n'es pas favorable au tag de T. Higgins. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Alors, si pour le tag, il faut garder T. Higgins, non. J'adore T. Higgins, il a fait beaucoup de bien, mais le problème, ça va être au niveau de l'argent. Il y a un cap space pardon, qui est quand même assez favorable aux Bengals. C'est le moment d'aller se prendre des joueurs qui font du bien à des positions où on en a besoin. T. Higgins, il va prendre cher, il va prendre beaucoup pardon, sur le franchise tag, et il y a bientôt Ja'Marr Chase qui est éligible à une prolongation de contrat. Il y a Joe Burrow qui vient de prolonger il y a 1 an. Ça va peser beaucoup et ça va jeter quelques positions à la poubelle. Donc la seule option pour moi avec ce franchise tag, c'est de trade T. Higgins à une autre équipe qui serait prêt à lâcher des pics de draft pour, enfin, un ou plusieurs pics de draft pour l'avoir. Et les pics de draft, ça ferait pas de mal à Cincinnati, quelle que soit la position. On est d'accord, Seb, que malgré cette saison 2023 assez décevante, 2024 s'annonce logiquement, si on retrouve un Joe Burrow en bonne santé, plutôt intéressante, plutôt rayonnante, logiquement, pour les Bengals de Cincinnati. Elle devrait s'annoncer plus intéressante, oui, mais sans T. Higgins, enfin, ça dépouille quand même pas mal l'arsenal offensif des Bengals. Surtout qu'ils ont un petit peu fait la même erreur, entre guillemets, l'an dernier avec Samaje Perine, du côté des running backs, où ils l'ont laissé partir, du côté de Denver, si je dis pas d'ânerie. Et du coup, on s'était dit, oui, bon, Samaje Perine, c'est un running back numéro 2, machin d'autre. Bah, on s'aperçoit quand même que ça a manqué, parfois, du côté de Cincinnati. Non, mais ça a manqué parce que Mixon, il parcourt quand même ses 1034 yards, mais ça marque 9 touchdowns seulement, entre guillemets, et puis surtout, il manque d'un autre running back pour l'épauler. Et Chase Brown a pas vu beaucoup d'actions cette année. Donc là, il y a un vrai choix cornélien qui s'offre à eux. Après, l'argument d'Arthur, moi, je peux l'entendre, le laisser partir pour des pics, pour peut-être renforcer la ligne sur la draft, ou s'il y a des O-line free agent intéressants qui sont à prendre, pourquoi pas. Mais il y a quand même une sacrée arme qui s'en irait. On me répondra que des receveurs à la draft, chaque année, il y en a des trouzaines, mais encore faut-il trouver le bon. Ça, c'est certain. Oui, Arthur. Et du coup, pour réagir à Chase Brown, le gros problème de ce jeune homme, c'est parce qu'il court bien, hein. Ça, il n'y a pas de problème, il est explosif. C'est On a bien pu le pour voir un sur running back. Comment? C'est mieux pour un running back. Oui, non, mais Il sait pas courir, le gars. il a plus de vitesse, et il a plus d'explosivité, tandis que Mixon, c'est plus la lecture du jeu, mais son gros problème, c'est qu'il ne s'est pas bloqué. Et du coup, dans les snaps, oui. Quand tu as une ligne offensive qui ressemble plus à une passoire qu'autre chose, c'est un peu gênant si tu peux pas compter sur les running backs pour faire le pick-up sur le blitz. Ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de snaps. C'est le gros problème de ce joueur, c'est qu'il ne s'est pas bloqué. Du coup, forcément, il a été plus mis de côté. Voilà Et pour coup, les... Pardon, oui. vas-y. Et pour les receveurs, après, il y a aussi une option que j'ai vu passer, c'est il y a André Yoshivas qui était un petit peu le receveur numéro 4, qui a été très encourageant cette saison. Il a marqué quelques touchdowns et tout, il a fait quelques beaux jeux. Donc lui, pourquoi pas le passer en numéro 2, et après en numéro 3, il faudrait donner une petite prolongation à Trenton Irwin, qui a été pas mal pendant son passage, et tu essayes de te débrouiller avec un corps de receveur mené par Ja'Marr Chase. Après, c'est un risque à prendre. Ah bah, c'est un gros risque, parce que imaginons, et on lui souhaite pas, mais Ja'Marr Chase se blesse en semaine 1 ou 2, t'as plus grand chose derrière, quand même. Pas dire, mais tu fais rideau. Irwin et Josefas, on n'est pas sur le même volume de jeu non plus, donc ça serait un challenge, vraiment. C'est une prise de risque, c'est un pari. Il faut en drafter un dans les premiers tours. Bref. On part du côté de Pittsburgh pour aller s'intéresser un petit peu aux Steelers de Pittsburgh, l'équipe que j'ai envie d'appeler l'équipe énigme de cette saison 2023. Comment ont-ils pu en arriver là? Personne n'a encore percé ce mystère. Je pense que dans 2000 ans, des archéologues de la NFL feront des études sur l'équipe des Steelers 2023. Comment ont-ils pu arriver à un bilan de 10 victoires et 7 défaites? Et pourtant, ils y sont arrivés. Alors, est-ce que ce n'est pas grâce à Mike Tomlin? Peut-être que la réponse est seulement là. C'est peut-être le sorcier Tomlin qui a lancé encore ses sorts. Alors,
Cette équipe des Steelers, elle a quand même eu un avantage par rapport aux Bengals de Cincinnati, c'est que contrairement aux Bengals qui ont complètement foiré leur match intra-division, les Steelers, eux, ont un bilan de 5 victoires, 1 défaite contre leurs adversaires de division. Absolument, ils n'ont pas loupé le coche sur ces matchs qu'il fallait absolument gagner. Mais malgré tout, pour leurs fans, ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel pendant toute la saison, avec des enchaînements de victoires entrecoupés par des défaites. Puis ils terminent la saison sur 3 victoires de suite. Ils terminent très très fort, dont une sur Cincinnati, une sur Seattle et puis une sur Baltimore. Donc à nouveau 2 victoires contre des adversaires directs de division. Alors, Baltimore contre une équipe B, hein, on le rappelle. Hein, oui, c'est la dernière journée, c'est Baltimore prime, hein, en effet. Tu as raison de le souligner. Mais ils ont battu les Ravens en week 5. Hein. Oui. Donc au moment où tout le monde était censé être au maximum de ses capacités. Mais surtout, ce qu'on retiendra, c'est une défense particulièrement impressionnante, hein, qui encaisse seulement 19,1 points par match. Il se classait 6e dans ce domaine, mais qui pourtant encaisse pas mal de yards, puisque défense contre la course comme contre la passe, mais c'est du milieu de tableau, hein, c'est 17e en termes de yards contre la passe, 19e en termes de yards contre la course, mais ça encaisse peu de touchdowns. Ça veut dire que quand l'adversaire approche de la zone rouge, ça sort les barbelés et ça repart avec 3 points. Mais en revanche, il faut parler quand même de cette anomalie statistique que constitue leur attaque, qui se fait outgain sur la saison de quasiment 700 yards par leurs adversaires. C'est-à-dire 700 yards, c'est-à-dire 2 bons matchs offensivement. En gros, ouais. Voilà. En gros, c'est comme si leurs adversaires avaient joué 19 matchs au lieu de 17. Et malgré ça, ils ont 10 victoires, 7 défaites. Ils se qualifient, alors dernier qualifié certes, au nez à la barbe de tout le monde. Et je ne parlerai même pas des chaises musicales au poste de quarterback. On en parlera à la fin, ça t'inquiète pas, on va en parler. Oui, je suppose qu'on va y revenir. Mais moi, je n'arrive toujours pas à m'expliquer ce qui s'est passé à Pittsburgh. Alors, quant à se projeter sur la saison suivante, là, mes amis, moi, je suis pas voyante sur ce coup-là. D'ailleurs, je vais même te dire, on va teaser sur ce qui va se passer d'ici 5-7 minutes. On va même faire une pierre deux coups entre le poste de quarterback et l'avenir 2024. Tu vas voir, ça va être un truc absolument fantastique. Les Steelers, Arthur, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a eu du mal à comprendre pendant toute la saison. Ils ont été capables de perdre contre les Cardinals de l'Arizona. Ils ont perdu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais ils ont été capables de battre, comme l'a rappelé Seb, de battre les Ravens, de battre les Bengals, de battre les Seahawks de Seattle à Seattle, alors qu'on rappelle que les Seahawks à ce moment-là se battaient pour une place en play-off. Hein. C'était l'un des matchs importants de la week, si je dis pas de bêtises, la week 17, pour aller chercher un spot en wildcard. C'est vraiment une équipe complètement anormale. Oui, c'est une équipe anormale. On ne sait pas comment ils sont en play-off, on ne sait pas comment ils sont à 17. En attaque, il n'y a pas grand-chose qui va. En défense, ça dépend. Enfin, et encore. Et ils sont à 17. Ils arrivent en play-off, tout va bien. Donc, comme on l'a parlé, il y a eu des chaises musicales au niveau des quarterbacks. On a eu un Kenny Pickett qui n'était pas top. Pas top, on va dire. J'ai rien à dire d'autre. On a l'arrivée du petit nouveau Mason Rudolph qui gagne ses matchs, quelques matchs. Et il en faut peu pour les fans des Steelers. Voilà, juste là, exactement. Il en faut à l'époque pour être heureux, pour préférer Mason Rudolph à Kenny Pickett. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix de le préférer? Ça, c'est une autre question, tu vois. Est-ce que le choix est là? Alors, Mason Rudolph, qui est pas un tout nouveau, hein, il est là depuis 2019 ou 2020.
C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein, il est quarterback depuis. Il est dans la ligue déjà depuis au moins 3-4 ans. Il a 28 ans, donc voilà, c'est de 2019. Je crois, ouais. Voilà, donc, mais il a toujours été dans ce rôle un petit peu de pansement sur une jambe de bois, notre ami Mason. Il arrive souvent comme ça pour colmater les brèches. Il l'a très bien fait à partir de la semaine de Noël, mais on reviendra sur le cas du quarterback juste après. Seb, je vais avoir une question difficile à te poser, mais tu sais que j'aime bien te poser des questions difficiles. C'est quoi la grande force des Steelers dans cette année 2023 ? C'est TJ Watt ou c'est Mike Tomlin ? Ah, oui, égalité. Je ne me prononce pas, je ne vote pas. Non, vraiment, s'il fallait retenir des points forts pour Pittsburgh cette saison passée, très clairement, la défense et TJ Watt sera en première ligne. TJ Watt, 19 sacs, l'homme qui a tenu vraiment cette défense. Mais on ne peut pas non plus écarter le savoir-faire de Mike Tomlin et de sa 17e saison de suite au bilan positif. Après, en attaque, tout n'est pas non plus... Il y a quelques points de satisfaction. George Pickens qui reste performant à son poste de receveur. Il y avait un duo de running back plutôt solide, avec Najee Harris à 1035 yards et Jaylen Warren à 784 yards, mais le poste de quarterback restait problématique. Pour revenir sur ta question, entre les deux, égalité. Je pense que c'est vraiment les deux points, plus que les points forts, ça a été Tomlin et TJ Watt, les deux piliers de cette saison, sans lesquels tout se serait certainement effondré très très rapidement. On se projette donc sur 2024. Bah oui, on va arriver à la projection, évidemment. Bon, Seb, t'as pas envie, donc je vais pas faire parler Arthur en premier sur cette projection. La projection 2024, parce qu'on a sorti un article, quand je dis on, c'est la rédaction de TFA, par la main, par le génie de son boss, Charles, qui a écrit ce matin, ou hier matin, puisque vous écoutez le mardi, vous, un article sur la situation des quarterbacks précisément du côté de Pittsburgh, avec visiblement des grosses dissensions internes entre ceux qui veulent redonner son poste à Kenny Pickett et ceux qui veulent le laisser à Mason Rudolph. On rappelle un peu la situation. Kenny Pickett s'était blessé, Mason Rudolph était arrivé pour prendre les rênes de l'attaque des Steelers le soir de Noël, ça ne s'invente pas. Et finalement, avec plutôt de bons résultats. Il y avait eu Trubisky aussi qui était passé avant Mason Rudolph. Voilà. Bon, le Trubisky, le problème est réglé. Il a été coupé par les Steelers, donc lui, c'est réglé. Mais il nous reste donc Pickett ou Rudolph. Question, Arthur, on fait commencer qui l'an prochain ? Pickett ou Rudolph ? C'est quoi, moi, je vais rajouter du piment. Et si on en draftait un ? Alors, je pense que la piste n'est pas pour l'instant d'en drafter un, mais d'aller en chercher un parmi les agents libres. Coucou, Russell Wilson. C'est vrai. Ils ont le cap space nécessaire ou pas ? Oh, on va regarder ça, on va vérifier les cap space tout de suite. Non, parce que honnêtement, en attendant, je vais parler. Mais oui, vas-y. Kenny Pickett, bon, on a vu toute la saison, c'est pas encourageant. Mason Rudolph, bon, ça fait le travail pendant quelques matchs, mais c'est pas, on n'est pas sur du haut niveau non plus. Donc, est-ce qu'il faut peut-être aller se séparer de ces deux-là et d'aller chercher un quarterback qui est capable de mener cette attaque vers la victoire, un vrai leader, parce que là, c'était quand même compliqué, on va pas se mentir. Je pense que tu es d'accord avec moi, Sam, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Après, si vraiment on doit essayer d'être un petit peu objectif et de se baser uniquement sur le bilan de la saison passée, Mason Rudolph, il a échoué 3 matchs, il a gagné les 3. Il est 3-0 en tant que starter. Alors il y a le match de playoff quand même qu'il a perdu. Il perd le match de playoff. En même temps, donner ton share de la peau de Pittsburgh en playoff face à Buffalo. Bon. D'accord, à Buffalo, rappelons-le. À Buffalo. Et au moment où Buffalo est vraiment sur une lancée. Sous une tempête de neige. Sous une tempête de neige. Et au moment où les Bills sont sur une lancée où ils ont clairement, eux, passé la seconde et la troisième sur la deuxième moitié de leur saison. Je pense que je ne fais pas insulte aux fans des Steelers en disant que non, on donnait pas cher de leur peau. Donc si on doit s'arrêter au bilan, oui, Mason Rudolph, ça a l'air d'être le go-to guy sur ce coup-là. En même temps,
Mason Rudolph, c'est pas non plus la sécurité sociale, ça se saurait depuis le temps. Kenny Pickett, est-ce qu'il faut continuer l'expérience? J'en suis pas convaincu non plus. Si le choix devait s'arrêter entre ces deux-là, j'aurais un petit peu l'impression que les Steelers ils choisissent entre la peste et le choléra, ou alors que clairement la force de l'équipe la saison prochaine ne sera pas son offense. C'est joliment dit. J'aime bien comment c'est dit. Kenny Pickett qui en est donc dans sa 2e saison, qui vient de finir sa 2e saison. La question, c'est s'il faut lui laisser une 3e année. C'est ça l'idée, quoi. Parce que là, on est sur des stats qui, grosso modo, ont pas progressé énormément d'une année sur l'autre. Bon, il y a 12 matchs comme QB starter d'une saison sur l'autre. Première saison, c'est 2404 yards, 7 touchdowns, 9 interceptions. La 2e saison, c'est 2070 yards, 6 touchdowns, 4 interceptions. Alors, il se fait moins intercepter, d'accord. Mais bon, sinon, c'est pas non plus... Alors, touchdown en 12 matchs, c'est pas... Tu connais ma théorie du QB asperge. Tu sais qu'il faut 3 ans pour qu'il soit mûr. Mais bon, est-ce qu'ils ont envie d'élever des asperges du côté de Pittsburgh? C'est pas certain. C'est pas certain. Tes asperges, quand même, au bout de 2 ans, tu vois qu'il y a quelque chose qui germe. Là, tu vois pas le germe. Là, je suis désolé, mais... Je vois l'idée. Ce serait... Après... Je comprends aussi qu'on ne veuille pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il faut laisser le temps aux joueurs de se développer. Mais encore faudrait-il qu'on voit du développement. Et là, en l'occurrence, pour Kenny Pickett, ça commençait à gronder. Et même en cours de saison, lorsque le coordinateur offensif Matt Canada a été viré, bon, l'électrochoc, il n'a pas été évident quand même sur cette attaque de Pittsburgh après. Donc il y a eu du mieux. Les 2 premiers matchs après, il y a eu du mieux. Ils ont passé les 200 yards déjà. Voilà, il y a eu du mieux, certes, mais ça n'a pas non plus été l'électrochoc espéré. Donc Canada était sans doute une des raisons de cette stagnation en attaque, mais c'était pas la seule. Et on l'en parlait, il y a une autre solution, c'est de se tourner vers la free agency. Alors, il y a Russell Wilson qui est probablement, lui, il sera pas free agent, mais qui sera candidat à un trade parce que, bon, sa situation à Denver est, comment dirons-nous, assez problématique. Nous y reviendrons pendant la review de la division des Broncos. On a aussi d'autres solutions et il y a une rumeur qui enfle, c'est celle de Justin Fields, qui pourrait, pourquoi pas, être aussi candidat à un trade si jamais les Bears qui ont, rappelons-le, le premier choix de draft, décidé d'aller drafter un quarterback. C'est une des possibilités aussi d'aller monter un trade pour chercher Justin Fields. Donc visiblement, cette gestion du quarterback chez les Steelers, elle est loin d'être réglée. Ça fait partie de ces équipes avec, j'ai envie de mettre les Raiders, avec les Patriots, où c'est pas clair au niveau du quarterback et ça va se clarifier dans les semaines à venir. Au niveau du quarterback, eux aussi, ils ont été bien embêtés pendant cette saison 2023. Ce sont les Browns de Cleveland qui sortent avec la 2e position de cette division, avec une petite victoire en plus par rapport aux Steelers de Pittsburgh, puisqu'ils ont un bilan de 11-6 sur la saison, les Browns. Les Browns qui ont raflé Seb, les récompenses au NFL Honors. On a eu le meilleur coach de l'année, Kevin Stefanski. On a eu le meilleur défenseur de l'année, Myles Garrett. On a eu le Comeback Player of the Year, Joe Flacco. Bref, ça a été un plébiscite pour nos amis de Cleveland. Cette saison, là aussi, elle a été contrariée par des blessures importantes du côté de Cleveland. Et pourtant, ils ont fait preuve quand même d'une cohésion d'équipe pour réussir à braver l'adversité et à aller jusqu'en play-off. Exactement. J'irais même plus loin, on n'en attendait pas tant de Cleveland, que beaucoup d'observateurs voyaient quand même assez haut dans cette division pour cette saison écoulée. On ne s'attendait tout de même pas à ce que déjà il rafle tous ses honneurs individuels en fin de saison. Et puis surtout, effectivement, c'est la cohésion que tu évoquais qui a été impressionnante. On parle quand même d'un club qui a épuisé sur la saison passée pas moins de 5 quarterbacks 5 quarterbacks et qui a dû son salut en allant chercher un QB. Alors certes, un ancien élite.
élite, un ancien All-Pro, un ancien champion, mais qui n'avait pas de club jusqu'à présent. Et c'est ce même homme qui leur a gardé la tête hors de l'eau pendant tout le temps où il a tenu les rênes de l'équipe. C'est très impressionnant, ça en dit long sur les ressources de coach Stefanski pour ce club. Après, là aussi, difficile pour Cleveland de se projeter dans l'avenir et même vers la saison prochaine parce que tenir la barre contre vents et marées quand on est au cœur de la tempête, c'est une chose, mais quand on est comme ça en permanence dans les tourments et dans les roulements de ces vagues immenses qu'a été leur saison, c'est compliqué d'imaginer qu'à un moment l'horizon va se découvrir. C'est une très belle métaphore marine, j'ai envie de dire. Oui, je suis pas loin de la mer, hein, tu sais. On sent ton âme de marin, tu vois. On sent que tu aimes les sculptures de poulpes cigognes à tes heures perdues. Exactement. Et ça nous fait plaisir de saluer tous ceux qui aiment les poulpes cigognes. On a quand même cette équipe de Cleveland, Arthur, qui a été impressionnante défensivement. On l'a dit avec Myles Garrett notamment, mais même sur tout le corps de défense, c'est une défense quasiment historique pour Cleveland. Et on l'a vu. Dès que ça a pêché défensivement, notamment lors du match de playoff face à Houston, la maison s'est complètement effondrée. Oui, c'est sûr, la défense était vraiment le gros point fort de Cleveland, plus que l'attaque, parce que l'attaque était un petit peu plus superficielle, si je peux me permettre. C'est eux qui ont fait chuter San Francisco en premier, si je ne me trompe pas. San Francisco qui était imprenable à l'époque. Franchement, cette défense impressionnait tout le monde. Preuve, on a eu Myles Garrett en tant que joueur défensif de l'année. Finalement, en playoff, ça a mal tourné. Plus rien n'allait. De toute façon, que ce soit offensivement ou défensivement, c'était un petit peu le feu à la maison de Cleveland. J'espère qu'ils n'ont pas forcément de regrets parce que honnêtement, pour en être arrivé jusque-là, c'était quand même chapeau. Parce que c'était loin d'être gagné, avec ces 5 quarterbacks en 17 matchs à la tête de l'équipe. Franchement, c'est quand même un plutôt beau parcours, mais il faudra voir comment ça continue. On a, on va rappeler quelques chiffres de cette défense des Browns parce que c'est vraiment impressionnant. C'est 270,2 yards concédés par match en moyenne, 164,7 à la passe. Les deux, ils sont leaders statistiques dans les deux catégories. C'est aussi l'équipe qui a concédé le moins de first down de toute la saison avec seulement 247, ce qui fait une moyenne de 14,9 par match. C'est aussi ceux qui ont accordé le moins de pourcentage d'efficacité, de conversion en troisième tentative, seulement 29%. C'est une défense qui a été absolument partout, Sam. Elle a été absolument partout. Elle se classe première en termes de yards contre la passe. Elle se classe 11e contre la course. Donc, on peut parler d'une défense qui est vraiment pas loin de l'élite dans ces catégories statistiques. Effectivement, elle prend l'eau en play-off contre Houston, mais ce soir-là, c'est simplement que les Texans sont plus forts. Leur jeunesse, leur fougue et CJ Stroud était de trop à ce moment-là du championnat pour Cleveland. Je pense pas que les Browns aient de regrets à nourrir sur ce match quand on sait les conditions dans lesquelles ils l'ont atteint, ce qui était un petit peu quand même inespéré quand on voit le tour qu'a pris leur saison. Ils vont continuer à s'appuyer sur cette défense. On a parlé de Myles Garrett. Il faut aussi parler du cornerback Denzel Ward avec ses 34 plaquages et puis 2 interceptions dans la saison. Il a été élu au Pro Bowl d'ailleurs cette année. C'est une unité qui est particulièrement cohérente, qui oblige l'adversaire à aller chercher ses yards, comme tu l'as dit, et qui n'est jamais facile à prendre, en particulier à domicile. On a dit que l'attaque était moins performante. Il y a quand même eu vraiment 2 saisons dans cette attaque des Browns de Cleveland. Il y a eu la partie entre la semaine 1 et la semaine 12 où ils n'ont marqué que 9 touchdowns sur toute cette période, ce qui est quand même extrêmement faible, ce qui est évidemment le plus faible total de toute la ligue sur la période. Mais si on prend de la week 13 à la week 18,
Là, c'est 14 touchdowns en seulement 5 semaines. C'est quelque chose d'absolument fou. Joe Flacco qui fait 4 matchs consécutifs à plus de 300 yards lancés. Amari Cooper qui bat le record pour un receveur des Browns de yards avec 265 yards. Je crois d'ailleurs que c'était contre Houston, si je dis pas de bêtises, en saison régulière. Donc, c'est vraiment... on a eu 2 saisons offensives et on a vu quand même, Arthur, qu'il y avait un potentiel offensif quand Joe Flacco est arrivé. Il y a eu, semble-t-il, un réveil offensif des Browns. Oui, Joe Flacco, il a fait extrêmement il a fait beaucoup de bien, à l'équipe. C'est lui qui, je pense, les a fait survivre aussi longtemps. Il a peut-être été beaucoup responsable dans la défaite face aux Texans, mais bon, franchement, on va dire que c'est plutôt pardonnable vu le travail monstrueux qu'il a fait avec cette attaque. Comme tu le dis, les chiffres ne mentent pas. Avec les autres quarterbacks, c'était pas fifou. Et c'est comme un tour de magie, j'ai envie de dire. Il est arrivé En parlant des autres quarterbacks, parce que bon, dans les autres quarterbacks, il y avait quand même PJ Walker, il y avait Dorian Thompson-Robinson qui était un rookie, bref, il y avait quand même des joueurs qui sont pas rodés pour être des numéros 1 forcément en NFL. On a quand même la question de Sean Watson, et là je vais rejoindre un article qui a été une nouvelle fois fait sur The Free Agent cette semaine. Deshaun Watson, il doit revenir lancer là dans quelques semaines. Arthur, c'était en mars, c'est ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il y a quand même une vraie interrogation pour la saison 2024, Seb, autour de Deshaun Watson. Est-ce que finalement, c'est vraiment le quarterback dont Cleveland a besoin? Parce que jusque-là, on ne peut pas dire qu'il ait prouvé énormément. Absolument. Les Browns, ils ont signé Deshaun Jackson après une très belle Deshaun Watson, pardon. Après une très très belle saison à Houston. Le souci, c'est que on n'a pas encore vu ce Deshaun Watson là à la tête de Cleveland. Entre ces irrégularités et ces problèmes de santé, ça commence à devenir problématique. Là, il faut quand même rappeler qu'il s'est fait outplayed par un quarterback qui n'avait pas de club jusqu'ici et qui a 38 ans. Il y a quand même des questions à se poser. Qui non seulement n'avait pas de club à 38 ans et qui en plus fait jouer. Tu parlais d'Amari Cooper, mais il faut aussi qu'on parle de David Njoku. Le tight end, 81 réceptions, 882 yards, 6 touchdowns, et qui est devenu quasiment sur le terrain le BFF de Joe Flacco dès sa première semaine en tant que titulaire. Alors, Flacco, on va quand même pas dire que c'est l'avenir pour Cleveland. Sinon, c'est inquiétant. Sinon, voilà, c'est sacrément inquiétant si tu te dis qu'un quarterback de 38 ans, c'est ton avenir. Mais moi, en effet, tout comme toi, Flav, je mets un gros point d'interrogation sur Deshaun Watson, qui en plus, si ma mémoire ne me fait pas défaut, a un gros contrat. Oui. Et qu'il va être compliqué s'il le souhaitait, de revendre à sa valeur actuelle. Ah oui, non, ça va être très très compliqué, mais il va falloir quand même trouver une solution à ce poste de quarterback, parce que est-ce que la solution, en fait, Arthur, c'est pas simplement d'espérer que Deshaun Watson retrouve enfin son niveau de Houston? C'est compliqué là c'est une sorte de miracle, parce que le poste de quarterback, c'est un gros problème. Le cap space ne permet pas d'aller chercher un Russell Wilson ou si par exemple un Justin Fields en trade, mais il va falloir perdre gros parce qu'ils sont dans le négatif. Ou alors la solution, c'est d'aller drafter, mais loin. Parce qu'ils sont dans le dernier de la draft. Tu peux aller chercher un Bonix, je crois. Ouais. Avec Deshaun Watson au prix où ils le payent, de toute façon, je pense pas qu'ils iront chercher un quarterback à la draft. Ouais, mais c'est justement ça le problème. Ils sont partis dans cette idée-là, il faut aller au bout maintenant. Parce que là, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois pas aller chercher Ils vont aller chercher pour l'entourer, mais je pense pas qu'ils... Oui,
Oui, s'ils prennent un quarterback, ça va être loin, donc pas forcément quelqu'un qui sera appelé à le remplacer immédiatement. Après, bon, il y a des clubs qui prennent des Et quarterbacks. attends. Cleveland, ils ont pas de first pick. Attends, de first au premier tour, ils en ont pas. Oui, oui. Mais Ils non, n'ont c'est pas le Houston. trade aux Il a dit Texans. que c'est à Houston dans Ouais. le truc de Deshaun Watson, donc ils n'ont pas de choix de premier tour en plus. Hein. Donc, ils n'ont pas de first pick, donc ils ne pourront aller le prendre que tard. Après, je voudrais rappeler tout de même qu'il y a certains clubs qui Oui, prennent des bien sûr. quarterbacks tout Septième. derniers et qui s'en sortent Oui, bien très, sûr. très bien, n'est-ce pas? Après, Parfait. plus sérieusement, que faire? Essayer de former Dorian Thompson-Robinson, mais voilà, on a clairement vu qu'il n'était pas prêt et qu'il était dépassé quand on lui a confié les rênes. Il Moi, était bon en pré-saison. il a été bon en pré-saison, mais la pré-saison, ça compte pas, monsieur. Oui, je sais. Hein, Je le voilà. dis, je préfère le préciser quand même. Voilà. C'était bon en pré-saison. Mais on a clairement vu, bon, il prend les rênes dans des conditions qui sont compliquées hein, aussi. Je lui jette pas la pierre, mais on a vu qu'il était pas prêt. Après, il a 24 ans. Ne pas être prêt à 24 ans, c'est pas non plus un crime. Mais est-ce que du coup, ils peuvent lui le développer en espérant qu'il puisse prendre les rênes et le mettre en concurrence avec Deshaun Watson lors des camps? Ça me paraît, la marche me paraît encore un petit peu haute pour ça. Donc, je vais pas encore dire qu'ils se sont mis dans une sacrée ornière avec cette signature il y a 2 saisons maintenant, 3 saisons. Mais ça pourrait commencer à y ressembler. Tu te rappelles du contrat de Deshaun Watson? Donnons quelques chiffres. Il a signé un contrat de 5 ans, 230 millions. Donc là, la base de salaire en 2024, c'est 46 millions. Voilà. C'est un Voilà. pire. La Je vache. vous passe les bonus, etc. C'est juste la base. Et t'as le montant garanti? Alors, et quelques sur tac. Alors sur les 230 000, c'était 230 000 garantis. Hein. Oh là là. C'est 100% garanti. Si. Il a Ouais, donc signé. il est vendable il est intransférable, pardon, à ce tarif-là. Qui incluait 45 millions de bonus et 230 millions garantis, avec une base annuelle de 46 millions par an. Voilà. Alors là, on approche du pillage. Je suis désolé, mais c'est. Là, c'est pour ça que là, aller chercher quelqu'un à la draft en disant mais Deshaun Watson sur le banc, c'est pas possible. Quoi. Non, et puis même, mettre 230 millions sur le banc, c'est pas possible. Faut aller au bout de ton idée maintenant, mon gars. De toute façon, il peut pas être échangé parce que personne n'en voudra. À ce prix-là, personne n'en voudra. C'est vraiment. Et en plus, ils l'ont encore 3 ans, ça veut dire. Après, Deshaun Watson, sur le principe, est un très bon quarterback. À Houston, il était très bon. Entouré avec une bonne défense où il n'aura pas besoin de marquer 35 points forcément par match, il peut donner quelque chose. Hein. Il peut très bien revenir et puis ça peut matcher aussi. Hein. Il y a pas de. Ça peut, d'autant qu'on a vu que l'attaque, elle peut carburer. Il y a des playmakers. Il faut aussi souligner dans cette attaque la ressource qu'ils ont quand même réussi à trouver, parce qu'il faut rappeler aussi que parmi les blessés, il y a Nick Chubb qui se fait plier un chou dans le mauvais sens dès la 2e journée. Oui, c'est dès le tout début de saison. Ouais. Voilà, et ils réussissent quand même à trouver de belles ressources avec Jérôme Ford et Kareem Hunt qui revient pour faire le pompier de service et qui ont fait un chouette duo de running back. C'est ça. C'est une équipe pompier de service sans vouloir faire de mauvais esprits avec ce qui arrivait à David Njoku, mais c'est vraiment l'idée pompier de service avec Joe Flacco qui sort d'un peu nulle part, hein, j'ai envie de dire, était tranquillement sur son canapé. On a même appris pendant la saison qu'il était à 2 semaines de signer un contrat avec une télé pour être consultant. Tu vois. Donc c'était vraiment, il sort vraiment de nulle part. Et puis Kareem Hunt qui revient pour colmater les brèches. Et c'est vrai que c'est une équipe qui s'est construite comme ça. Et Kevin Stefanski disait, ils ont vraiment joué. Ils ont vraiment mis leur trip sur le terrain pour y arriver. C'est vraiment ça, c'est cette cohésion, cet esprit d'équipe qui a fait que les Browns se sont arrivés là où ils sont arrivés. On passe aux Ravens de Baltimore, les champions de cette division AFC Nord, puisqu'il fallait bien des champions, et ce sont les Ravens qui l'ont été, avec ma foi, un fort joli bilan cette année pour les Ravens, qui finissent avec 12 victoires, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai même plus le classement sous les yeux. Alors, c'est 12 victoires et 5 défaites.
13-4. 13, Oh là là. 13-4, 13 pardon. victoires et 4 défaites. Pardon, 13-4. 13-4. Enfin. Désolé, je leur ai mis une défaite en plus. Ils m'excuseront, j'en suis sûr. On salue John Ravens d'ailleurs. Et tous les fans des Ravens. Donc voilà, une très très belle saison pour les Ravens de Baltimore. J'ai envie de dire, Arthur, tout s'est passé presque comme dans un rêve, au moins comme prévu pour les Ravens. Bah, la saison régulière, oui. Forcément, c'était le rêve absolu. Premier seed, enfin first seed, pardon. Le premier match des playoffs est passé, donc ça vient un petit peu taire sur les malédictions de Lamar Jackson et tout, mais vient la finale de conférence où les Ravens ne sont pas dans le match. Ils perdent face aux Chiefs. C'est dommage, mais c'est quand même une équipe qui aura fait rêver beaucoup de monde. Parce que c'est dans une NFL moderne où tu as un jeu centré sur la passe, c'est une équipe qui courait beaucoup et c'était efficace. Tu as un quarterback, Lamar Jackson, qui remporte son deuxième MVP sans forcément beaucoup lancer. Il court, il a les clés de cette attaque. C'était beau à voir. Même en tant que fan des Bengals, c'était beau à voir. Et j'aurais quand même envie de dire dommage que ça n'a pas été au bout, mais c'était quand même une belle saison. Quel a été pour toi, Seb, le moment où on s'est dit tiens, les Ravens, va falloir les prendre quand même très, très au sérieux cette saison. Est-ce que c'est le match parce que je sais qu'il t'avait particulièrement marqué ce match-là contre les Lions de Détroit, le 38-6, c'est ça, 38-6 C'est ça. des Ravens, où on avait l'impression, sur la première mi-temps notamment, que tout roulait, que c'était trop facile, qu'ils jouent à Madden en fait. Tout à fait. Moi, c'est un match qui, je vais revenir dessus, mais qui m'a réellement impressionné, comme tu le disais, cette attaque que j'avais qualifiée d'hypnotique, vraiment à regarder jouer, parce que tout était fluide, tout fonctionnait. Il y avait absolument aucun accro. D'ailleurs, les Lions, tu as rappelé le score, ils sont complètement dépassés sur ce jour-là. Ils finissent par se faire rouster 38-6, hein, n'ayons pas peur des mots. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, ok, disons que je savais que Baltimore serait à la place où on les attendait. Et la place où on les attendait, c'était la tête de la division, voire au Super Bowl pour certains observateurs. Et j'étais pas loin d'être d'accord sur ce point, même si j'étais un petit peu plus nuancé. Puis il faut pas oublier qu'ils finissent la saison très très fort, avec, je crois, 6 victoires d'affilée, dont une contre San Francisco, où ils les malmènent 33-19, et derrière, ils s'offrent les Dolphins, et alors là, c'est un massacre. Ils leur passent un 56-19 en fin de saison sur deux des équipes qui sont considérées comme les plus chauds, parmi les plus chaudes de la ligue. Donc cette domination, elle a été réelle pendant toute la saison, et les 4 défaites, limite, ce sont des accros. Des accidents de parcours. Il y a une défaite contre Indianapolis en prolongation, alors que les Colts sont vraiment arrachés avec les dents. Et puis, il y a une défaite contre Cleveland également, 31-33, où là aussi, les Browns ont fait montre de toute leur cohésion et de tout l'acharnement qu'on a signalé plus tôt. Mais cette équipe de Baltimore, plus apparemment, l'effectif n'a pas l'air d'énormément bouger pour le moment. Je pense que leur fenêtre de tir, elle est encore ouverte pour la saison prochaine. Ouais, on avait et t'as pas cité dans les défaites, je la rappelle aussi que sur ces 4 défaites, il y a la dernière avec une équipe où ils avaient laissé au repos Lamar Jackson et bon nombre de titulaires, en plus sous une pluie absolument battante du côté, c'était à Baltimore d'ailleurs, du côté du Maryland, des conditions absolument détestables face aux Steelers de Pittsburgh. Cette équipe de Baltimore, on a parlé de Lamar Jackson qui a été donc MVP, j'ai envie de dire à juste titre. Alors certains me diront oui, il fallait Christian McCaffrey, machin. Bon, après, on va pas refaire le débat du MVP. Voilà, il a été élu MVP. Bon, il y a quand même aussi une autre force, Arthur, dans cette équipe de Baltimore, c'est la défense. C'est quand même l'équipe qui a concédé le moins de points par match, 16,5 points par match. On a parlé de la défense des Steelers, on a parlé de celle des Browns, mais celle des Ravens a été particulièrement impressionnante également.
Oui, la défense des Ravens, elle a quand même été super, super efficace cette saison. Il y a quand même des matchs où elle tient les Browns à 3 points, les Lions à 6 points, alors que les Lions, c'est quand même une petite machine offensive. Et surtout, celui qui m'a le plus tapé à l'œil, c'est les Dolphins, qui étaient, c'était l'une des meilleures attaques du championnat, 16 points. Je pense que là, à partir de ce moment-là, tu sais que tu as une défense qui est solide, tu sais que tu as une défense qui peut te mener loin dans la course au playoff. C'est les défenses qui font gagner les championnats. Euh, Là, la défense n'a pas fait gagner le championnat, mais franchement, que ce soit contre la course ou contre les passes, cette défense, elle faisait très, 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 très mal. Vraiment Qu'est-ce très. qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à cette équipe pour qu'elle puisse. On sait qu'elle a un coaching staff qui est plutôt excellent, un head coach qui est reconnu en NFL. Elle a une bonne attaque, elle a une bonne défense. On a des rumeurs. Alors, il y a eu Nelson Agholor qui a re-signé ce week-end encore pour un an. On a des rumeurs insistantes disant que les Ravens seraient plutôt, comment dire, en recherche d'un quarterback, non pas du tout, d'un running back avec un certain pédigré. C'est le mot qui a été employé par je crois que c'est James Fowler d'ESPN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un running back avec un certain pédigré? Forcément, des regards se tournent vers Derrick Henry. Et oui, qui serait free agent. Est-ce que renforcer le jeu de course, ça peut être, Seb, une solution pour voir encore plus loin? On sait que ça a pêché en finale de conférence face aux Chiefs. On s'est même demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas plus utilisé le jeu de course. Est-ce que ça peut être une solution de chercher quelqu'un avec de l'expérience à ce poste-là, sachant que Baltimore a déjà la menace Lamar Jackson au niveau de la course pour faire une réelle double menace à la course? Je pense que ce serait intéressant d'avoir un running back alors à pédigré comme tu l'as dit ou un running back vraiment playmaker et performant pour venir compléter Lamar Jackson. Il faut pas oublier que Lamar Jackson est le meilleur coureur de l'équipe, puisqu'il a inscrit 821 yards au sol. Gus Edwards, le starting running back, en a inscrit 810. Alors, ça fait un duo intéressant, mais c'est un duo quarterback-running back. On n'est pas sur un duo ou un comité de running back, et je pense que l'ajout d'un playmaker à ce poste, ce serait intéressant à voir évoluer. Je pense pas que ça bridera Lamar Jackson sur son jeu au sol, mais ça peut donner une menace supplémentaire qui peut donner des cauchemars à plus d'une défense adverse. Oui, on a vraiment là une fenêtre de tir, tu le disais, il y a une fenêtre de tir qui est intéressante pour les Ravens parce qu'on a l'impression que, encore une fois, on va mettre de côté les blessures qui peuvent toujours arriver pendant les camps d'entraînement, pendant le début de la saison, etc. Mais on a vraiment une équipe qui semble bien construite et qui semble, Arthur, quand même bien partie pour, on va pas dire régner sur l'AFC, surtout que on sait à quel point l'AFC et l'AFC Nord sont particulièrement difficiles à gagner. Mais c'est quand même une équipe qui est partie pour bien figurer encore l'année prochaine. Oui, franchement, là, c'est peut-être que cette saison, ils ne sont pas allés au Super Bowl, mais honnêtement, la saison prochaine, ils sont capables de refaire la même. Il y a des joueurs qui vont partir, c'est sûr, mais globalement, l'équipe restera à peu près la même. Ce sera intéressant de voir surtout dans cette division, une division où les Bengals devraient revenir en forme avec des Browns qui peuvent qui vont continuer à avoir une grosse défense et des Steelers, bon, on est dans le doute aussi. Ça va être intéressant de voir tout ça, de voir la fenêtre, comment ils vont exploiter leur fenêtre qui est ouverte pour le Super Bowl. Faudra faire les ajouts nécessaires dans l'effectif, comme là par exemple Derrick Henry. Faut avoir l'argent pour. Après, Derrick Henry, il a l'avantage d'être free agent et je pense qu'honnêtement, vu l'âge qu'il a, si Derrick Henry, tu lui offres un projet où tu lui dis bon, tu gagneras pas forcément ton contrat que tu avais à Tennessee, mais tu as la possibilité d'aller loin en playoff, etc. Je pense qu'à l'âge qu'il a, il court plus après l'argent. On s'entend, hein, on va pas lui offrir non plus 3 cacahuètes et un Mars, mais on va pas passer d'autres marques, du coup, Twix et Snickers. Mais je pense que il peut faire une concession sur une partie de l'argent pour aller chercher éventuellement un titre, non, Seb?
C'est envisageable. Je ne sais pas si Derrick Henry serait la personne qu'il faudrait pour ce comité. Ça restera un nom intéressant, attention, pour ce type de projet. Mais effectivement, la possibilité d'aller loin en playoff, voire d'aller chercher un titre, je le rappelle, en ce qui me concerne, la fenêtre de tir de Baltimore est toujours grande ouverte. Ça peut peser dans la balance. Je suis assez d'accord là-dessus, puisque il lui manque quand même à son palmarès, malgré ses distinctions individuelles, il lui manque ça. Tout à fait. Voilà les amis pour cette review de l'AFC Nord. On se retrouvera jeudi pour la review de la NFC Nord, puisque nous avons bien évidemment toutes les divisions que nous allons faire les unes derrière les autres. Donc là, c'était l'AFC Nord, ce sera la NFC Nord jeudi, et ce sera mardi prochain l'AFC Sud. Bref, voilà, ce sera dans cet ordre-là. Je te remercie, mon cher Seb, pour ton expertise habituelle. Merci Arthur aussi de nous avoir offert tes éclairages sur cette division que tu connais si bien, mon cher Arthur. On se retrouve donc jeudi pour un nouveau podcast. D'ici là, évidemment, on se retrouve en article sur TFA, sur l'application TFA, sur le site The Free Agent, sur les réseaux sociaux. Vous n'oubliez pas aussi d'aller écouter nos copains de la NBA dans le podcast. Bref, vous avez plein de choses à faire. On se dit à très vite et à très bientôt sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao, bye. À plus.